est-il possible d'investir en République démocratique du Congo? Comment faire pour investir dans notre pays? Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Éclairage. Cette émission qui apporte l'éclairage dans beaucoup de domaines. Mais aujourd'hui, nous allons tout justement vous parler de l'investissement en République démocratique du Congo. J'ai la joie et le plaisir de recevoir sur ce plateau un juriste d'affaires, mais il est aussi expert en promotion des investissements en République démocratique du Congo, chercheur en droit, surtout à l'université de Kinshasa, l'université de Kinshasa ici. Mesdames et messieurs, j'ai le réel plaisir encore une fois de recevoir M. Clément Mouembi sur ce plateau. Bonjour M. Clément. Bonjour M. Serge. Je suis très heureux, très content de vous avoir, surtout au début de l'année 2026. Vous êtes le tout premier invité qui vient tout justement bénir mon plateau. Un sentiment partagé, M. Serge Kayembe. Et merci aussi et bonjour à l'ensemble de nos auditeurs de la radio-télévision Terre Jaune Télévision. Et aussi à vous-même, pourquoi pas l'ensemble du personnel de cette chaîne. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer plus de 45 minutes ensemble en train de parler de l'investissement en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il est possible d'abord d'investir en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, M. Serge Kayembe, pour la question que vous me posez. Dorénavant, je suis juriste d'affaires, chercheur à l'Université de Kinshasa, à la faculté des droits, département de droit économique et social. Je suis expert en promotion des investissements et questions des chambres de commerce. C'est là départ mon parcours, tout jeune à l'ANAPI, passant par la Fédération des entreprises du Congo. Voilà un peu ce que je représente de manière saccadée. Investir en République démocratique du Congo, ça c'est juste une partie. Il y a beaucoup, de qualités que vous avez cachées. Merci beaucoup. Je peux cacher tant d'autres qualités parce que vous le savez, nous ne sommes pas sur un plateau politique, mais c'est souvent une émission pédagogique, à la fois scientifique aussi. Je voudrais juste que l'ensemble de mes auditeurs qui m'écoutent puissent quand même nous faire parler d'autres questions dans lesquelles nous pourrons entrer dans petits détails. Ton terme du jour paraît simple, crucial. Voudriez-vous qu'on parle de l'entrepreneuriat, bien sûr des investissements. Est-ce pouvons-nous investir en République démocratique du Congo? Quand? Comment? Suivant quel mécanisme? Et quels sont les efforts qui sont en train d'être faits par les gouvernements pour y arriver et quelle est même l'importance de l'investissement? Monsieur Serge Kayembe, il faudra vous dire que nous sommes dans un pays, la République démocratique du Congo, un pays au cœur de l'Afrique, avec des opportunités et des potentialités innombrables. Pour cela, voudrions-nous à ce que ces potentialités et ces opportunités soient transformées en richesses réelles, capables d'être consommées par la population, capables de pouvoir aider au recul du mur des chômages, pouvoir permettre l'élargissement de l'assiette fiscale aux besoins de la croissance économique, pourquoi pas l'augmentation du budget de l'État. Voilà un peu ce que je peux dire. Et pour cela, il est un appel pressant pour tout un chacun de pouvoir rêver. Ces rêves peuvent être même parmi les plus fous. Pourquoi? Parce qu'on doit concevoir des idées. Nous devons concevoir des idées, comme vous le savez. On dit que le chômage bat les plans en République démocratique du Congo, alors que les opportunités insistent et persistent. Ce qu'il faut, c'est saisir des opportunités, prendre les risques mesurés et chercher à la transformer pour que chacun de nous ait un peu de moyens pour suffire à ses besoins fondamentaux. C'est pourquoi vous êtes le bienvenu en voulant à ce qu'on parle de comment investir en RDC. Est-ce possible d'investir en RDC? La question est affirmative. Bien sûr, la question est affirmative. Vous avez très bien répondu, mais bon, attendez. Ici en RDC, je me rappelle en 2019-2020, tout au début de son mandat, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait fait un appel, une adresse invitant tous les Congolais vivant à l'étranger de revenir dans leur pays pour y investir. Mais il y a un problème. C'est lequel? C'est un problème que tout le monde connaît. C'est possible d'investir en République démocratique du Congo, mais pas facile. Parce que... Pas facile, pourquoi Serge? Mais je suis en train d'apprendre. Allez-y. C'est là derrière que je voudrais que vous me répondiez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions là, disant que pourquoi, lorsque vous investissez en République démocratique du Congo, les taxes prennent le dessus de votre budget de départ. Les taxes prennent le dessus de votre capital. Il y a plusieurs taxes en République démocratique du Congo. Est-ce que ça peut faciliter les investisseurs de venir investir en
Merci, Monsieur Serge, pour votre question. Et la réponse renvoie à ce qu'on appelle le climat des affaires et des investissements. Ah, parce que vous êtes les climats des juriste en affaires. Certainement, je suis un juriste d'affaires, c'est pourquoi je vous réponds à ce terme. La réponse à cette question renvoie à ce qu'on appelle le climat des affaires et des investissements. Le climat des affaires et des investissements renvoie à l'idée des conditions qui garantissent la prévisibilité des affaires en RDC. Ces conditions, nous voyons les conditions juridiques et judiciaires, nous voyons les opportunités existentielles d'investissement, nous voyons les formalités à entreprendre pour obtenir les licences administratives et juridiques en vue d'asseoir son entreprise. Et pour cela, il y a des acteurs majeurs qui doivent jouer les rôles afin de faciliter la population à l'ensemble de la diaspora congolaise ainsi que tous les peuples congolais à pouvoir s'avancer avec les capitaux pour y arriver ou y parvenir. Et parmi les institutions, vous savez qu'il existe bel et bien la NADEC, il existe bel et bien le ministère du Plan avec toutes ses structures dépendantes, dont l'ANAPI. Il existe le ministère des Finances qui fait un effort de pouvoir initier certaines réformes courageuses en vue qu'on ait une fiscalité attractive. Et tout cela, ce sont les conditions qui garantissent la prévisibilité des affaires. Et par-delà, il y a aussi le président de la République qui vend l'image de la RDC en conjuguant des efforts pour que toutes les poches de résistance qui existent de par cette guerre soient totalement supprimées afin que nous parvenions à intégrer ou arriver à ce qu'on appelle climat des affaires. Dès lors que ce climat des affaires sera propice, il sera alors possible que son appel pressant, lancé depuis 2018, puisse atteindre qui de moi-même, vous, la diaspora congolaise, toute la population, à pouvoir au moins chercher à entreprendre. Entreprendre, bien sûr, c'est pouvoir penser à transformer l'idée qu'on a en soi pour que cette idée parviennent à quelque chose. Investir, certainement, c'est pouvoir chercher les possibilités ou les capitaux pour acquérir les unités de transformation ou les unités de production et pouvoir le mettre en place et attendre les profits sur le long terme. Et ces profits voudraient à ce que vous bénéficiez de l'accompagnement de l'État. Et ces efforts sont en train d'être conjugués par toutes les structures que je venais à peine de citer. Alors, il n'est pas difficile d'investir en RDC, c'est seulement qu'il faudra chercher pour chacun de traduire les rêves. Et ces rêves, voudriez-vous ou accepteriez-vous que ce ne soit pas seulement le président de la République, que ce ne soit pas seulement les acteurs étatiques, mais que ce soit aussi le secteur privé ou les corporations du secteur privé et que ce soit aussi la société civile. Parce que, puis-je aller vous dire que l'État joue le rôle des catalyseurs. En quel sens? L'État cherche à mettre en place les infrastructures. L'État cherche à pouvoir nous donner une bonne réglementation au travers le Parlement. Et l'État veille aussi à implémenter un système de justice équitable et aussi l'État doit améliorer la réglementation. Vous vous imaginez, bien évidemment, il y en a de ceux qui pensent que la fiscalité est lourde en RDC et que lorsqu'il faut prendre l'impôt des sociétés, notamment IS 35%, et prendre aussi la TVA qui est de 16%, quoique dans une économie largement informelle, cela fait une lourdeur et fait à ce que les projets d'investissement que chacun peut présenter peuvent paraître trop lourds du point de vue coût. Mais il y a une possibilité de contourner cela. Ben oui, c'est cette possibilité que les Congolais ont besoin parce que nous avions une sorte d'entrave. Non, je suis en train de chercher le terme. Ah oui, allez-y. Je vais vous expliquer ça. Ah oui. Mais les Congolais ne se sentent pas à l'aise dans leur pays. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons le voir. Les investisseurs qui viennent de l'étranger sont mieux traités que les Congolais. Alors, le climat d'affaires. Pourquoi le climat d'affaires là ne peut pas être favorable pour les investisseurs locaux? Ces masses qui viennent de l'étranger. Je vois comment on traite un Libanais, un Congolais aujourd'hui. Monsieur Serge, il faudra bien le dire que la loi... Est-ce que parce qu'eux, ils ont des capitaux très élevés,
qu'ils doivent être bien protégés que ceux qui sont ici à l'intérieur. Monsieur Serge, là, vous voulez parler des entraves. Oui. Je n'en finissais pas. Je dis que l'État joue un rôle catalyseur. Le secteur privé, lui, doit chercher à investir pour créer de l'emploi, et pas n'importe quel emploi, mais les emplois durables. La société civile, elle doit se charger de la formation de l'homme dans toutes ses dimensions. Et lorsque vous parlez des difficultés de pouvoir investir, ça constitue bien évidemment des entraves. Et ces entraves, il y a une possibilité de les contourner. Il y a une possibilité de les contourner en approchant l'État ou en faisant à ce que toutes ces activités soient formalisées. Soit formalisées, c'est-à-dire que vous créez une activité économique, vous ne devez pas prétendre ou vouloir évoluer dans les noirs, mais approchez l'État, ayez tous les documents essentiels à l'existence de votre entité économique, qu'il s'agisse d'un établissement ou d'une entreprise individuelle ou sociétaire, et cherchez de vous faire accepter au régime de privilèges ou au régime fiscal d'exception. Cela vous permettra d'asseoir votre activité, maîtriser votre chiffre d'affaires pour aller de l'avant. En ce qui concerne la discrimination faite pour ou en faveur des investisseurs locaux et ceux étrangers, moi je dirais non. Les codes des investissements qui est l'émanation de la loi numéro 004/2002 du 21 février 2002 place tout le monde au même niveau d'opportunité. Cela veut dire que vous soyez congolais. Selon ce qui est écrit. C'est selon ce qui est écrit et c'est selon ce qui est traduit. Nous en parlons à la fois comme acteurs, observateurs à ces jours. C'est selon ce qui est aussi traduit. Parce qu'imaginez-vous que vous avez les capitaux. Vous voulez bien investir en République démocratique du Congo. Il y a l'Agence nationale pour la promotion des investissements qui est un centre où vous pouvez être accompagné pour accomplir toutes les formalités requises afin d'asseoir votre investissement ou de matérialiser votre projet économique ou votre plan d'affaires. Et de là, on va vous donner toutes les informations en ce qui concerne la fiscalité, en ce qui concerne les mécanismes d'exonération ou d'acceptation à ces régimes fiscaux d'exception, qu'on appelait aussi régime fiscal des privilèges. Cela sous-entend aussi un mécanisme d'incitation à l'investissement. Il n'y a aucune discrimination. Mais où est-ce que la discrimination arrive, M. Serge Kaïm, parce que vous voulez qu'on en arrive? C'est dès lors que nous avons des banques, et pour investir, cela demande des capitaux, parce qu'imaginez-vous, selon les conditions exigées par les codes des investissements, il faudra que vous ayez au moins, ou que vous totalisiez au moins 10 000 $ à 200 000 $ pour être accepté comme petite et moyenne entreprise ou petite et moyenne industrie. Dès lors que vous avez cette somme, vous êtes acceptable au régime fiscal d'exception et vous pouvez présenter un business plan, un plan d'affaires, afin de pouvoir acquérir des unités de transformation, les machines, les outillages, cela avec allègements fiscaux et douaniers. Alors, ces montants paraîtra très difficile pour un Congolais que pour un étranger. Pourquoi? Parce qu'il faudra contacter un crédit. Ce n'est pas au jour et lendemain qu'on se réveille, qu'on se dit qu'on va investir. Parce qu'il faudra faire la différence entre entreprendre, qui est une possibilité d'avoir une idée, la matérialiser, organiser et pouvoir aller de l'avant. Vous pouvez même aller dans l'entrepreneuriat des petites entreprises, notamment créer une boutique, créer un salon de coiffure. Mais l'investissement sous-entend que vous devez accueillir des machines, des outillages, veiller à leur installation pour que vous transformiez un produit en une quelconque autre produit dérivé et que cela accepterait qu'il y ait une valeur ajoutée et votre profit sera étalé sur le long terme. Cela nécessitera ce que vous approchez des banques. Or, quand vous approchez des banques, il y a ce qu'on appelle des garanties. Les garanties, il s'agira de l'hypothèque ou alors il s'agira de gages. Au-delà de ces garanties communément connues, nous recevions un investisseur canadien, je m'imagine en 2012, qui ont demandé à l'État s'il pouvait prévoir des garanties souveraines. Parce que plaçant le pays comme un pays à haut risque, de par sa position, toute convoitée par ses voisins, notamment les Rwandais qui nous dérangent, et ceux-là diront que si de par une manifestation populaire, si de par une agression, comme nous les vivons à ce jour, un investisseur parvenait à perdre ses revenus, comment
pourra-t-il alors se faire rembourser? Le professeur Bois-Bois, à l'époque, comme mandataire pionnier de cette agence, répondait que nous sommes certainement un pays post-conflit et que tout peut arriver. Ce qui est nécessaire en lieu et place des garanties souveraines, ce serait l'idée de mettre en place les banques d'assurance avec une possibilité de se réassurer, bien sûr, au niveau international. Voilà ce qu'avait été la réponse. En lieu et place des garanties souveraines, il fallait bien évidemment trouver les mécanismes d'assurer les entreprises ou les projets d'investissement qui évoluent en République démocratique du Congo. Je ferme bien la parenthèse, M. Serge Kayembe, pour revenir à votre question. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est ce que l'État est en train de conjuguer des efforts pour mettre en place les fonds spéciaux de garantie pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, pour que les jeunes qui aujourd'hui ont les plans d'affaires, ont un modèle économique, puissent approcher l'État. Le financement leur est facile si et seulement si ils ont tous les documents administratifs et juridiques pour entreprendre leur business ou commencer leur investissement, comme vous voulez bien les termes. Question de discrimination, il n'y a pas, mais c'est seulement question de mûrir son esprit ou d'avoir un maximum d'informations. Il n'y a pas, c'est affirmer quelque chose, peut-être que vous savez, mais oui, monsieur Serge. Je ne suis pas en train de partager cet avis avec vous. Comment pas? Parce que nous voyons comment les jeunes pleurent aujourd'hui. Bon, parce que vous avez quand même donné l'éclaircissement concernant l'investissement, oui, l'entrepreneuriat. On va y arriver parce que c'est dans l'entrepreneuriat que ces jeunes sont beaucoup plus dérangés par des taxes et autres maltraitances. Oui. On va y arriver. Mais parce que vous avez parlé du professeur Bois-Bois Kayembe, je vis à la télévision. Il a passé au vernissage d'un autre livre. Et il continue toujours à écrire. Certainement, M. Serge Kayembe, j'avais été convié à cette cérémonie du vernissage de l'ouvrage du professeur Bois-Bois, dont le thème au frontispice était investir au Kasaï central. Toutes les félicitations à l'auteur. C'est un mandateur pionnier. Il est à ce jour professeur émérite à l'université. Je pense que ces écrits vaut à la fois d'une importance capitale à ce que ça inspire les scientifiques, les professionnels, les juristes d'affaires que nous sommes, voire les chercheurs, pourquoi pas les politiques, parce que ça aborde la question de l'investissement. Qui dit investissement, c'est une question qui concerne tout le monde. Pour cela, félicitations. Nous chercherons à pouvoir creuser en détail ce qui sont les idées cristallisées dans le voix du professeur Bois-Bois sur le thème investir au Kasaï central. Pourquoi ne pas faire réaliser une émission avec vous concernant ces livres, cet ouvrage qui fait parler beaucoup de gens aujourd'hui? Ce ne serait pas une initiative malvenue, mais il faudra qu'on prenne le temps et qu'on trouve aussi l'agrément de l'auteur afin de pouvoir savoir cristalliser ses pensées dans la direction qu'il voudra le mieux. Tout ce que nous pouvons immédiatement, c'est pouvoir les féliciter. Nécessaire. Oui. Mais bon, en fait, ce sont les livres d'ailleurs que le gouverneur plutôt du Kasaï central devait quand même s'approprier pour distribuer aux enfants, à l'école, à l'université. Est-ce que c'est un livre, quand je l'ai suivi, je le lis aussi, on me l'avait donné, je lis, je suivi à la télévision, le vernissage, je lis les livres, non, mais c'est... Dedans, il y a beaucoup de choses. Et il y a d'ailleurs quelque chose que vous avez parlé ici. Il a évoqué l'investissement, il a évoqué l'entrepreneuriat au Kasaï, mais il y a quand même des difficultés de l'entrepreneuriat. C'est pour cela que ça nous aide à entrer déjà dans l'entrepreneuriat, d'abord en général. Si pour les gens qui nous suivent aujourd'hui, le petit peuple nous suit, il y a tout le monde qui nous suit à ce moment. C'est quoi l'entrepreneuriat? Merci beaucoup, M. Serge Kayembe, pour votre question. L'ensemble de nos auditeurs ne sont pas scientifiques, mais c'est à la fois la population qui cherche à savoir ce que c'est l'entrepreneuriat. Brièvement, entreprendre signifie matérialiser son idée dans un modèle économique pour que cela vous apporte un profit. Et il y a plusieurs sortes d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat économique lorsque l'initiative est matérialisée
sous le label d'une entité économique, qu'il s'agisse d'une entreprise individuelle ou sociétaire, et c'est l'entrepreneuriat social lorsque l'entrepreneuriat vise le bien-être de la population. Et ce genre d'entrepreneuriat, c'est souvent lié aux personnalités politiques. C'est là souvent dans l'idée de leur propagande ou dans l'idée d'encadrement des masses. Parce que vous vous imaginez quelqu'un qui met en place un projet agricole dans la province du Kassai central, par exemple, ou alors dans la province du Kassai oriental, mais qui dirait que dans mon projet, je vais pouvoir faire une expérimentation. C'est-à-dire avoir un champ d'ananas, lesquels des champs d'ananas, lorsque ça va arriver, les ananas vont arriver en mature, ça sera récolté, stocké, transformé, puis commercialiser le jus d'ananas. Il y a toute une chaîne de valeur complète. Mais vous vous souviendrez ou vous rappellerez que toute la communauté sera intéressée de par la personne qui réalise cette idée ou qui implémente ces modèles économiques. Pourquoi c'est une personnalité publique, à l'instar de Clément Mwambi, c'est une personnalité publique, à l'instar de Prince Mukendi, le président de l'ASBEL Congo Conscience, et que pour cela, nous devons devoir nous aligner derrière. Par les soucis d'encadrement des masses, c'est le nombre qui se donne à l'affaire et s'absorbe même tous les profits. Là, nous sommes en quelque sorte dans une sorte d'entrepreneuriat social, c'est-à-dire ça donne une solution à un problème sociétal, environnemental, bien évidemment, mais en gardant la viabilité économique. Mais c'est différent avec l'entrepreneuriat économique au sens propre, où quelqu'un qui s'est dit le marché d'emploi donne l'apparence aujourd'hui d'être saturé et que de moi-même, je peux me créer les revenus pour suffire à mes besoins et suffire aux besoins de tous mes dépendants. Et cette fois-là, la personne matérialise son idée en disant que je vais me lancer par exemple dans les projets qu'on appelle les startups. Les startups qui bénéficient d'abord beaucoup d'accompagnement de l'État. En 2025, il y a eu même un décret du Premier ministre qui encourage les jeunes à pouvoir s'intéresser à l'activité innovatrice dans le secteur des technologies modernes ou des technologies renouvelables. On appelle start-up. Alors vous vous imaginez, ces jeunes-là ne vont pas faire le business ou ne vont pas entreprendre tel un politicien qui cherche à satisfaire la population ou la grande masse, mais lui le fait dans une possibilité de réaliser les profits et suffire à ses besoins que ceux de ses dépendants. Là, nous sommes dans l'idée de l'entrepreneuriat. Pour bien dire, ou au mieux, l'entrepreneuriat signifie la matérialisation d'une idée dans un modèle économique pour satisfaire à ses besoins et se donner de l'emploi. Parce qu'il faudra le dire, on dit que notre système éducatif ne forme pas les jeunes à l'auto-emploi, c'est-à-dire à se subvenir soi-même ou en entreprenant soi-même. Et alors, parce que parler de l'entrepreneuriat, cela est différent de l'investissement. Oui. Pourquoi l'investissement demande un coût? Ça demande à ce que vous ayez réellement des capitaux. Réellement des capitaux. Je sais qu'il faut en moyenne avoir 10 000 $ à 200 000 $ pour être admis comme petite et moyenne entreprise ou petite et moyenne industrie. Cherchez qui de l'accompagnement des corporations du secteur privé, dont la FEC, FENAPEC, COPEMECO, qui de l'accompagnement du ministère du Plan avec ses structures dépendantes, notamment l'ANAPI, et chercher un peu les possibilités de faire accepter son projet au régime fiscal d'exception avec l'accord, bien évidemment, d'un contre-sens de l'arrêté par le ministre des Finances et pour pouvoir bénéficier des arrangements fiscaux et douaniers. Alors, M. Serge Kayembe, c'est là la part des choses entre l'entrepreneuriat et l'investissement. Pour entreprendre, ça ne demande pas grand-chose. C'est juste une idée, un peu de son courage, on va y arriver. Mais pour l'investissement, cela sous-entend une planification tous azimuts et un plan d'affaires bien laborieux, une projection sur le nombre d'emplois à créer, une projection sur les chiffres d'affaires à réaliser et une information beaucoup plus laborieuse sur les impôts à pouvoir payer dans le cadre de son projet ou de son business plan.
D'où, en conséquence, pour y parvenir, il y a l'accompagnement de l'État au travers les ministères du Plan avec toutes ces structures dépendantes dont je ne cesse de citer l'ANAPI. Voilà un peu la différence sur la part des choses entre ce que c'est l'entrepreneuriat et l'investissement, monsieur Serge Kayembe. Merci beaucoup, monsieur Mwembi. Je peux, ensemble avec mes téléspectateurs, nous pouvons comprendre que nous avons sur ce plateau un technocrate. Un technocrate, bien évidemment, juriste d'affaires, certes, juriste de formation, mais avec un élan économique. Qui comprend très bien et qui nous donne beaucoup en détail même des explications. Vous posez une question, il vous prend 30 minutes pour répondre. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a de matière. Donc vous qui nous suivez, vous avez quand même le réel plaisir d'apprendre quelque chose. Vous qui avez l'habitude de me dire, mais je sais, vous parlez trop sur les plateaux. Vous voyez qu'aujourd'hui, je ne parle pas. Allez-y. J'ai quelqu'un qui parle beaucoup. Allez-y, monsieur Serge Kayembe, allez-y. Je vais vous laisser le temps de poser des questions. Ouais, ça va aussi dans l'intérêt de nos auditeurs et de toute la population. Ça m'arrange. Pourquoi? Parce que cette émission, c'est une émission éducative. Merci beaucoup, monsieur Serge. C'est une émission qui vient apprendre à nos téléspectateurs les valeurs. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens ne savaient pas, ne comprenaient pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'avais reçu une dame, qui me dit, mais nous voulons investir. On nous dit d'investir dans la boutique Nangaboé, Bilamba. Les gens viennent avec beaucoup d'impôts, beaucoup d'impôts plutôt, oui. pour me le dire. Oh non, voilà, il faut payer tel impôt. Mais moi, j'ai investi. Donc voilà, aujourd'hui, elle a compris qu'elle n'avait pas investi. Elle n'avait pas investi. Pour cette préoccupation de la dame, l'aviez-vous répondu? Moi, je demanderais à la dame, c'est vrai qu'il y a un moment donné, l'ANAPI avait pu répertorier 240 organismes étatiques qui prélevaient les taxes, voire les impôts en République démocratique du Congo. Disons mieux 240 structures étatiques, que ce soit dans des provinces ou au niveau national. Mais dans le cas de l'amélioration du climat des affaires et des investissements, il y a eu des procédures de simplification pour ceux qui veulent obtenir les documents administratifs et juridiques. Et aussi, il y a beaucoup de taxes qui ont été élaguées. Tout cela pour apporter au moins un effort ou pour apporter au moins un secours à ce qu'on appelle le climat des affaires et des investissements, qui est le cheval de bataille du président de la République démocratique du Congo, parce que son souci, c'est que tout le monde investisse. Serge Kayembe, nous parlons d'investir. Nous parlons de l'entrepreneuriat. Cela se matérialise concrètement par quoi? Disons les mieux. C'est par la mise en place des entreprises. Et pour mettre en place une entreprise, il faudrait contacter non seulement l'Agence nationale pour la promotion des investissements pour requérir les informations nécessaires, mais aussi il faut approcher les guichets uniques de création d'entreprises. Mais il y a quelque chose à dénoncer en tant que scientifique, c'est la bureaucratie, c'est la corruption, c'est l'allongement des délais de création des entreprises en République démocratique du Congo, alors que les efforts qui ont été consentis par le président de la République pour améliorer le climat des affaires et des investissements ont fait à ce que la RDC avance dans le classement Doing Business. Ce qui sous-entendrait aujourd'hui que pour créer une entreprise en RDC, il faille que ce soit 3 jours. Mais il y a toujours un petit débordement qu'on constate dans la masse. Nous ne sommes pas démagogues, il suffit de les dire. Et aussi, il faudra que je vous dise bien, dans les travaux préparatoires de la mise en place du guichet unique de création des créations des entreprises, les mandataires pionniers de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ne voudraient pas qu'on se limite là, mais voudraient-ils à ce qu'on en arrive à un identifiant unique pour davantage écourter les délais de création d'entreprises. C'est quoi l'identifiant unique? C'est-à-dire, au lieu qu'il y ait plusieurs services et plusieurs signatures qui pouvaient intervenir dans le cadre d'implémentation des projets de création d'entreprises ou de création d'entreprises, l'on ne pouvait qu'avoir un seul document sur lequel pouvaient déjà être apposées les signatures de tous les responsables des services intervenants et que les montants soient payés en une seule fois. La clé de répartition, ce ne serait que l'affaire des banques qui pouvaient encaisser cela. Cela pouvait permettre même que dans une heure, dans une seule journée, que l'entrepreneur ou que l'investisseur ait son document authentique pour réaliser son business en RDC. Mais les choses
vont bon train. Ce sont des idées, elles sont restées dans les tiroirs. Et je pense que prochainement, on en arrivera à cela. Mais aujourd'hui, il y a lieu de comprendre que... Est-ce que vous l'avez proposé? Ça avait été proposé par le mandataire pionnier. Je ne peux pas m'attribuer l'idée ou la primauté de l'initiative. C'était que, oui, pour créer une entreprise en RDC, c'est un parcours de combattants. Lorsque je parle de mandataire pionnier de l'Agence pour la promotion d'investissement, j'ai fait allusion au professeur Boisbois, j'ai fait allusion à M. Mwema Moulungi et pourquoi pas à l'actuel directeur général du guichet de création d'entreprise, avec qui nous avons beaucoup œuvré pour l'Agence pour la promotion des investissements, pourquoi pas pour la création du guichet de création d'entreprise, parce qu'il faudra vous le rappeler que c'était une sous-direction à l'Agence pour la promotion des investissements auquel nous avons tous travaillé et acquis de l'expérience. Si aujourd'hui les idées semblent être mises dans les tiroirs, on peut encore retirer cette idée-là pour arriver à un identifiant unique et l'inscrire dans le cadre de la lutte pour atteindre l'objectif de l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Parce que qui dit entrepreneuriat, qui dit investissement, voit tout de suite l'entreprise. Voit tout de suite l'entreprise. Que ce soit l'investissement, que ce soit l'entrepreneuriat, cela est matérialisé par la mise en place d'une entreprise suivant les formes juridiques reconnues par les textes de l'OHADA. Très bien, M. Clément Mwambi. Il semble qu'il est difficile d'investir dans des provinces. Il semble qu'il est difficile d'investir dans les provinces. Parce qu'on parle de provinces, il faut citer, ce sont des provinces qui sont oubliées, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Je parle de Kasaï, Kasaï central, Kasaï occidental. Kasaï ainsi que d'autres. On dit que non, voilà, il est difficile d'investir dans des provinces là parce qu'il n'y a pas du courant, il n'y a pas l'eau. Et c'est qui, cet investisseur-là qui peut investir, qui peut miser son argent dans une province où il ne trouve pas d'eau, où il ne trouve pas de courant. Merci beaucoup, M. Serge Kayembe. Je parlais des conditions qui garantissent la prévisibilité des affaires, mais ici, je vais parler de ce que c'est l'environnement des affaires. L'environnement des affaires, très bien. Merci. L'environnement des affaires sous-entend que nous puissions ou que l'État mette ensemble, mettre les mécanismes en place qui puissent avoir la domination pour inverser la courbe, des difficultés pour investir dans nos provinces, pas dans toutes les provinces du pays, parce qu'il faudra quand même se le dire que les efforts sont en train d'être conjugués. L'État cherche à matérialiser les programmes d'énergie renouvelable. L'État cherche à pouvoir terminer les projets de barrages. Bien sûr, nous pouvons aussi évoquer le cas du barrage hydroélectrique de Katende et de Bombo dans le Kasaï central. Nous pouvons parler aussi du barrage Kakobola qui est en pleine réalisation dont le courant est en train d'être transporté. C'est depuis longtemps. Nous pouvons parler aussi de la province du Katanga. S'il vous plaît, monsieur Serge, allez-y. S'il vous plaît. Oui. Là, je crois qu'on pourra... On va d'abord s'arrêter là. Oui, arrêtons-nous, monsieur Serge, vous dites. Katende, ça fait longtemps, des et des années. C'était avec Kabila, c'était avec Tshisekedi. Depuis Kabila, depuis l'entrée de pouvoir de Kabila, je crois que ça a été promu. Il y avait même des travaux qui avaient commencé. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi, les travaux qui ont commencé. C'est toujours de promesse en promesse pour Chita Katende. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire? Coup de chapeau, M. Serge Kayembe, de dire que c'est un problème qui date de longtemps. Mais aujourd'hui, félicitations au président de la République, parce que nous avons toutes les informations avec nous que ce projet a déjà été entamé. Le problème n'est pas que... Entamé, c'est depuis longtemps que c'est entamé. Le problème n'est pas celui que l'affaire dure ou traîne en longueur, mais lorsqu'un problème est déjà posé, c'est un début de solution. Et à ce jour, il faudra vous dire qu'il y a eu un temps où le projet avait bel et bien commencé. Il y a eu des difficultés en termes de sécurité qui n'ont pas pu être gérées à l'époque de manière efficace. Mais à ce jour, le président de la République a pu demander à ce qu'il y ait une évaluation et qu'il y ait l'acheminement de tous les matériels qui étaient stockés et entassés dans la province du Haut-Katanga, dans les Kasaï central, notamment à Chimbulu, ma contrée, pour que les travaux puissent recommencer. Et aujourd'hui, nous pouvons espérer que dans les prochaines années, 2 ou 3 ans, il y aura bel et bien
l'électricité dans la province du Kassai central, mais ce n'est pas le seul problème. Il y a aussi les problèmes des infrastructures. Et en ce qui concerne les infrastructures, j'ai appris qu'il y a la route Kananga-Kalambambushi qui débouche sur la mer en Angola, qui va devoir aussi ouvrir toutes les provinces du centre du pays à pouvoir ne pas être dans une situation d'enclavement, de pouvoir aussi se développer. C'est-à-dire que l'État n'a pas croisé les bras. Ce sont des efforts du président de la République en place, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bien évidemment avec le gouverneur de province du Kassai central, que je salue, mais que nous n'avons jamais rencontré. Non, mais c'est facile de les rencontrer. C'est facile de les rencontrer, bien évidemment. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question à l'ordre du jour, M. Serge Kayembe. Je ne suis pas opportuniste, ni non plus, ce n'est pas par cette émission que je vais rencontrer les gouverneurs. Je suis un chercheur à l'Université de Kinshasa. J'aborde cette question pour un intérêt à la fois scientifique et économique. Futur professeur, on ne met pas la charrue devant le bœuf, M. Serge. C'est juste des recherches, mais qui pourront aboutir à une certaine sentence. Ma prière, c'est que demain, je reçois sur mon plateau professeur Clément. Que Dieu puisse vous exaucer. Que Dieu puisse vous exaucer, M. Serge Kayembe. Rentrons dans notre émission. Allez-y. Alors, on parlait de cette histoire qui intercale les investisseurs d'investissement. Non, des entraves, vous voulez dire. Oui. Alors, nous avions qui pêchent au dépourvu des investissements en RDC. Nous avons parlé du courant, nous avons parlé d'eau. D'eau, d'électricité. Et aussi, on a parlé de routes. Des infrastructures. Qui ne nous aident pas. Certes. C'est depuis que ça a commencé. Merci, M. Serge Kayembe. Vous voulez qu'on parle de la question du développement en parlant en parlant des infrastructures, en parlant de la question d'eau, d'énergie. Tout de suite, ça renvoie à la question fondamentale sur l'amélioration de l'environnement, des affaires et de pouvoir penser au mécanisme de contourner toutes les entraves qui font à ce que l'investissement ne puisse pas connaître son essor réel en République démocratique du Congo. Mais dites-vous que le gouvernement n'a pas croisé les bras. Vous avez entendu qu'à la faveur de la signature de l'accord entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, que plusieurs investisseurs pullulent au ministère des Finances pour chercher dans quel secteur investir. Et davantage, ils cherchent à ce qu'il soit clarifié sur la fiscalité alléchante qu'adopte la RDC et aussi quels sont les mécanismes d'accompagnement mis en place par le président de la République comme institution et l'ensemble de son gouvernement. C'est pour vous dire que la question du développement ne sera pas résolue en une seule journée. Les efforts sont en train d'être conjugués. Il y avait bel et bien un constat qu'à Kinshasa, les problèmes de route ont pris presque la moitié du budget de l'État, si nous pouvons l'affirmer en ces termes, et que c'est la qualité qui posait problème. Mais à ce jour, vous en conviendrez avec moi que le gouverneur en place, que le gouvernement de la République, que le président de la République veille à ce que les routes qui soient cette fois-ci faites soient des routes bien durables. On en appelle même les systèmes de bétonnage. Et on racole cette expression vedette ou un surnom au président de la République, Fachi Béton. C'est pour cela, ça nous enchante et ça nous va droit au cœur que les problèmes des routes seront résolus, non seulement à Kinshasa, mais de Kinshasa jusqu'au Kassai central, du Kassai central jusque dans la province du Haut-Katanga, voire pour interconnecter le pays entier. Cela est en train d'être fait. Il suffit de faire avancer vos caméras. Je ne suis pas communicateur du chef de l'État, mais tout de même, nous avons des bonnes informations que les choses sont en train d'aller dans une dimension beaucoup plus accrue qu'il y a 2-3 ans passés. Parce que vous parlez de route, ici à Kinshasa, vous avez touché là où ça fait mal. Oui, allez-y. Daniel Bumba, gouverneur de la ville province de Kinshasa, ne cesse de couler des larmes de Congolais, surtout des Kinois. Ne cesse de faire couler les larmes de Congolais, surtout des Kinois. Des routes, je vais prendre la route Kabambari. Allez-y. Maintenant, il y a 7 mois que cette route est en pleine construction. Jusqu'à présent. Monsieur Serge, je
Je sais, non, on n'est pas là, on va y revenir. Je ne vous interromps pas. On va y revenir, s'il vous plaît. On va y revenir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Serge, je ne vous interromps pas. Ce que Clément reprend sur ces plateaux, c'est un personnel scientifique, aussi académique, qui parle des problèmes sociétaux et qui puisse quand même jeter des fleurs pour les solutions qui sont en train d'être trouvées. Non, mais c'est juste en jetant de fleurs. En jetant de fleurs. Je vis dans la commune de Lingwala. Je parcours toute la ville de Kinshasa. C'est ce que je dis. C'est transformé en un chantier. Et si c'est cela, c'est sous la direction du gouverneur de cette ville ou de cette province, capitale de la République démocratique du Congo. C'est déjà un début de solution aux problèmes qui existaient. Mais cette solution, certes, elle n'est pas encore à 100%, mais néanmoins, il y a déjà un début. C'est tout ce que nous pouvons féliciter. C'est tout ce que nous pouvons féliciter à la limite. C'est tout ce que nous pouvons féliciter à la limite, M. Serge Kayembe. Et d'ailleurs, j'ai pu voir par rapport aux 5, 7, 6 gouverneurs avec qui nous avons vécu sur cette ville, ce n'est pas cette qualité des routes qui était mise en place. Ce n'était pas le président de la République. C'est le président de la République. S'il te plaît, que ce soit le président de la République, il est relayé dans cet exercice par les efforts aussi du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Mais qui ne fait rien malgré toute le facilité qu'on a donné. Je ne suis pas politique sur ces plateaux et je ne viens pas critiquer l'action du gouverneur. Tous mes encouragements pour les travaux qui sont déjà entrepris et coup de fleurs au président de la République, quitte à la population de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un lobbying au niveau des décaissements des fonds ou au niveau de la source des revenus qui permettent l'asphalte ou l'amélioration de ces routes qui permettent la circulation dans la ville de Kinshasa pour que cela aille vite. Ce n'est pas seulement au niveau du gouverneur que cela bloque, mais qui sait si l'entrepreneur n'a pas pu mettre au rendez-vous sa logistique et que cela est sous commande ou est en commande et que c'est là qui retarderait la fin des travaux. Mais passe sur mon avenue, tu remarqueras bien que toute la route est déjà bétonnée. Fermons la parenthèse, rentrons dans notre thème qui concerne l'entrepreneuriat et les investissements. Pas de problème, on va rentrer. Mais, on va rentrer. Merci beaucoup, monsieur Serge. Dans quel secteur faudra-t-il investir en République démocratique? Dans quel secteur faudra-t-il investir en priorité en République démocratique du Congo? Je sais que déjà dans notre hymne national, nous voulons construire un pays plus beau qu'avant, un pays prospère. Et pour cela, nous avons des opportunités et les secteurs sont innombrables. Innombrables. Mais si nous pouvons citer ne serait-ce quelques-uns, nous pouvons citer les mines, l'agriculture, nous pouvons citer l'élevage, les infrastructures et aussi, nous pouvons citer les secteurs de prestations de services, notamment l'hôtellerie. Pourquoi pas les parcs d'attractions? Même dans des quartiers, ce genre de secteurs peuvent être réalisés. Les parcs d'attractions et aussi dans le secteur de l'éducation. C'est pour vous dire qu'il y a autant de secteurs qu'il y en a des auteurs et qu'il y en a des idées qui peuvent être véhiculées au pays. Vous savez, nous sommes un pays de plus de 12 millions d'habitants ou de 100 en plus de millions d'habitants. Chacun peut donner son idée par rapport à ce que c'est le secteur d'investissement. Mais les plus fondamentaux, c'est ceux dont je venais de citer, mais l'idée n'est pas qu'on se limite à connaître les noms de ces secteurs d'investissement, mais aujourd'hui, un devoir pour tout un chacun, c'est de pouvoir rêver. Rêver même de manière folle, c'est-à-dire avoir son idée et chercher à la matérialiser pour que cela vous crée un revenu. Merci. Et on sera appelé entrepreneur. C'est chercher à trouver les financements pour acquérir une unité ou des machines de transformation, on sera appelé investisseur. Et d'ailleurs, j'ai lisé les 127e pensées d'un des ouvrages du professeur Boabo, où il disait, si on veut demeurer éternellement esclave des autres, cherchons à ignorer les investissements dans le secteur industriel. Qui dit l'industrie, voit la transformation. C'est-à-dire on fait l'agriculture, mais ne nous limitons pas là-bas. Cherchons
à compléter toutes les autres étapes de la chaîne des valeurs. Très bien, merci beaucoup. Voilà, merci. Sur ces plateaux, vous avez beaucoup cité le professeur Bois-Bois. Il est votre mentor depuis que nous avons commencé? Mon mentor, je dirais non, parce que j'ai fait mes études à la faculté des droits de l'Université de Kinshasa, le département de droit économique et social, mais plus ou moins, il est celui qui a contribué à ce que je puisse assagir mon savoir-faire aux pratiques des professionnels qualifiés, dont lui-même. Il est celui qui nous a appris ou qui a guidé nos premiers pas dans la vie professionnelle et en conséquence, et surtout parce que nous parlons des investissements, et parler des investissements sans citer le nom du professeur Bois-Bois, ce n'est pas très aisé. Et d'ailleurs, puis-je vous dire, je suis en train de mener une recherche dans le cadre de mes études à l'Université de Kinshasa sur les régimes fiscaux d'exception ainsi que la fiscalité. Je suis entré dans plusieurs bibliothèques. Je n'ai pas trouvé un seul ouvrage qui ne parle que des investissements. Et alors, vous venez de m'informer sur ce plateau que le professeur Bois-Bois a pu éditer un ouvrage sur les investissements. Voilà que ça me donne quand même une source, alors seulement une source, et que, en dehors de quelques travaux qui ont été organisés de manière disparate, je ne me connais pas les travaux qui ont été organisés une certaine année, disons en 2013-2014, sous l'encadrement de l'ancien Premier ministre français Michel Rocard, avec le doyen professeur Bakané. Je vais vous parler aussi des exonérations ou des investissements en RDC. Et notre gouvernement, à longueur de journée, n'essaye de chanter que sur ce que c'est investissement. Le président de la République lui-même, à travers les canaux diplomatiques, quand il va à l'extérieur du pays, ne fait que des appels aux investisseurs et ne parle chaque jour que sur ce que c'est l'investissement, parce qu'il sait que qui dit investissement voit le développement. Très bien. Qui voit le développement voit l'accroissement de l'assiette fiscale. Qui voit l'accroissement de l'assiette fiscale, voit aussi l'augmentation du produit intérieur brut par habitant. Et c'est de la sorte, c'est autour de l'investissement que nous pouvons résoudre les problèmes cruciaux de ces pays ou les défis majeurs dans ces pays qui est le développement. Merci beaucoup. Voir les modèles économiques de tous les leaders politiques tournent autour des investissements. Merci beaucoup, Monsieur Clément. Je voudrais quand même donner quelques informations. Sur ce plateau, le ministre de Finances, Doudou Fwamba, a payé, hein, j'insiste, parce que vous avez trop parlé sur Internet. Nous avons vu, non, il n'a pas payé de fonctionnaires. Tous les fonctionnaires ont été payés depuis le 31, qu'est-ce que je dis? Ah oui, le 31 décembre 2025. Donc, ils ont fêté très bien avec leur argent dans leur poche. Ils ont très bien fêté. Je crois que le mois de janvier, ce mois de janvier ne sera pas un mois appelé Piaka, communément appelé Piaka, chez nous en RDC. Alors, c'est quelqu'un qui fait très bien son travail, j'insiste. Je l'ai dit chaque jour sur ces plateaux, Doudou Fwamba ne cesse toujours d'étonner et d'épater la population congolaise et de nous épater tous par sa façon de travailler. Bien sûr, je sais qu'il y a quelques personnes qui se sont réunies autour de quelques journalistes pour dire de n'importe quoi et pour tout justement déranger ou détruire cet homme de Doudou Fwamba. Mais Dieu dedans, il a dit non, c'est mon fils, il reste toujours vivant. Et puis je profite aussi l'occasion de féliciter les travaux que le directeur, le DG de la SNEL, M. Teddy Louaba, qui continue toujours de faire quelque chose de bon. Il y a des gens qui ont commencé avec une campagne très mauvaise. Mais écoutez, nous vous connaissons tous. S'il faut qu'on le dise. Nous vous connaissons tous. Hein? Oui. Allez-y, monsieur Serge. Je parle de ces gens-là qui sont derrière les journalistes pour instrumentaliser les journalistes contre le DG de la SNEL. Le DG de la SNEL a trouvé la SNEL là où il a trouvé, mais il est en train de refaire le travail. Il refait tout à zéro. C'est pour cela que vous pouvez avoir des difficultés de courant, des difficultés par-ci, par-là. Mais ce n'est pas dire que non, voilà, la personne ne fait pas bien son travail. Combien de cabines ont été installées depuis qu'il est venu? Alors c'est ça vraiment quelques... Merci, M. Serge Kayembe, pour votre question. Et... Non, ce n'est pas une question, ça c'était juste une information. C'est juste une information, si vous avez quelque chose à y mettre, il n'y a pas de problème, vous pouvez y mettre. Mais c'était juste
un éclaircissement que je voudrais quand même dire à la population. Oui. Mais si vous avez... Merci, M. Spes Kayembe, pour ces coups de fleurs que vous jetez en faveur de son Excellence, M. le ministre des Finances, le Doumfambali Koundé. Et aussi, vous évoquez un peu quelques problèmes à la SNEL, avec en tête le professeur Teddy. Ça, je suis très, très, très content, avec beaucoup d'admiration. J'essaye aussi de bénéficier de cette information. Et je pense que la cote est ascendante dans l'opinion en faveur de ces deux acteurs principaux du gouvernement congolais qui ont des services aussi importants, qui sont bien structurés, avec des cellules de communication bien en place. Voilà. Nous ne saurons pas nous dépasser du thème au frontispice de notre émission pour chercher à cristalliser cela. Mais tout ce que nous pouvons, c'est féliciter. C'est des acteurs qui sont bien renommés et cotés dans l'opinion. Et coup de chapeau au gouvernement congolais et coup de chapeau à la première ministre qui a bien porté les choix sur ces acteurs qui sont dans son gouvernement et qui font la pluie et le beau temps et qui font face aux difficultés que rencontre la population. Merci beaucoup. Et pour cette information, c'est là que je peux me limiter, M. Serge. Voilà, pas de problème. Merci beaucoup. J'allais dire professeur Clément. Monsieur Clément, non, merci. Monsieur Clément, moi, ça me va beaucoup. Et non, c'est pour rigoler. Vous vivez déjà dans les rêves, M. Serge. Alors, c'était un réel plaisir de passer toute ce minute sur ce plateau avec vous. Je crois prochainement, nous allons nous revoir, mais cette fois-là, ça sera pour... un sujet politique qu'on va quand même décortiquer. Là, je serai trop à l'aise avec vous. Monsieur Serge, ce que vous mettez à l'aise, ce sont des sujets politiques. alors vous me donnerez le temps cette fois-là de formaliser mon adhésion à des partis politiques. Non, vous me connaissez déjà sympathisant d'un parti politique. En fait, c'est pas ça. Et que vous voulez en parler. Vous êtes Congolais. Je suis Congolais. Vous êtes Congolais. Je n'ai aucune limitation légale. Alors, de vous avez les droits adhérer à un parti politique. Vous avez les et d'ailleurs, si vous le voulez bien, je suis un haut cadre d'une ASBEL, dite Congo Conscience, qui est ASBEL proche de l'UDPS, parti au pouvoir. Mais je pense qu'il faudra séparer les deux. Ouais, Nous étions ici en tant que personnalité scientifique et académique. C'est une structure que dirige Monsieur Prince Mukendi. Voilà, c'est au sein de cette structure que je sympathise et où d'ailleurs je suis convié comme acteur et haut cadre. Voilà, je me limiterai là. Si vous voulez à ce que prochainement, que les brèches soient ouvertes, Monsieur Serge, je pourrais bien étancher votre soif. Prochainement, nous allons en parler. Alors, merci beaucoup. Ce qu'il faut faire, c'est facile et c'est possible d'investir en République démocratique du Congo. Voilà. L'invité nous a expliqué tout. Vous avez très bien compris. C'est un réel plaisir. Un dernier mot dans une minute tout justement pour clôturer l'émission. Comme dernier mot, chers tous, messieurs et dames, l'ensemble des auditeurs de la radio-télévision Terre Jaune, l'RDC, c'est un pays beaucoup plus grand au cœur de l'Afrique. Il appartient à tout le monde de rêver, de posséder même les rêves les plus fous. Et dans le cadre de ces rêves, c'est de pouvoir traduire en acte tout ce qu'on a comme initiative, tout ce qu'on a comme souci pour absorber la question épineuse ou les défis parmi les plus importants, notamment d'atteindre les développements. C'est cela même l'objectif dans lequel s'inscrit le programme d'action du président de la République. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs. Merci à Serge Bopé, merci à tout le monde qui nous a suivis. Je vous espère mieux portant et nous allons nous retrouver prochainement pour les seconds numéros. Merci et au revoir. Au revoir, merci M. Serge. Allez, on peut essayer maintenant.